Hello tout le monde, bonsoir, ça fait un petit bout de temps. On va commencer dans une minute ou deux. Je vais parler ce soir de la formation aventure Psychom Origine. Ça fait un petit bout de temps que j'ai fait un live, fait que, c'est le fun. On va parler de quelque chose d'un peu différent, de quelque chose qui est très concret, que sûrement vous avez vu apparaître sur les médias sociaux dernièrement, des petites capsules que j'ai faites des dernières expéditions en Afrique. Donc, on va en parler un petit peu plus spécifiquement de Psychom Origine, cette formation-là, aventure qui s'en vient. OK. Donc, ce soir, on va aborder cette fameuse expédition, formation, Psychom Origine. Ça fait plusieurs semaines déjà que mon équipe et moi, on l'annonce, que les dates sont sorties et ben, on a réalisé l'enthousiasme que vous aviez et c'est quelque chose qui me rend très, très content. Et ce soir, je voulais prendre le temps d'en parler très spécifiquement. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça existe? C'est quoi le but de ça? Et de décortiquer aussi comment ça va se passer, de répondre aussi à vos questions. Finalement, c'est quelque chose qui est assez unique, hein? Donc, je pense que c'est important d'avoir une vision assez éclairée de la chose. Dans quoi on s'embarque, qu'est-ce que c'est? Je dis ça, mais les, les, j'avoue que les places ont été toutes prises très, très rapidement. Donc, les deux groupes, février et mars, se sont remplis en même pas 2 semaines. Ça me rend super heureux. Et sachez que pour ceux et celles qui sont intéressés par cette formation-là, ben, il y a d'autres dates qui vont apparaître et que je vais présenter prochainement. Je ne sais pas encore exactement quand parce qu'il faut que je planifie en fonction de la température là-bas. J'ai plusieurs petites considérations à faire aussi mon emploi du temps. J'ai des tournages qui s'en viennent. Fait que là, c'est quand même assez demandant pour moi parce que je fais souvent deux groupes collés. Donc, il y a d'autres dates qui vont sortir prochainement, deux autres groupes. Je vais manifester votre intérêt, ceux et celles qui veulent faire partie des prochains groupes. On va vous mettre dans une liste et aussitôt qu'on va avoir des dates, vous allez être les premiers, les premières à être contactés. Alors, Psychom Origine, pour ceux qui l'ignorent et pour confirmer ce que c'est une formation aventure qui consiste à vivre comme une tribu, c'est-à-dire comme il y a 50, 100 000 ans, pendant une dizaine de jours, 9 jours, et sur un sol africain. Ce que ça veut dire sur un sol africain, c'est particulièrement un sol ou une réserve qui regorge d'animaux. Donc, certains animaux qui sont des défis, disons. Et le but, c'est de revenir un petit peu à comment ça se fait que nous, en tant qu'humains, on fonctionne comme on fonctionne aujourd'hui. Comment ça se fait que le cerveau fonctionne de telle façon? Comment ça se fait qu'on crée des relations de telle ou telle façon? Comment on garde notre sécurité? Comment l'attention a évolué de telle façon? Comment notre sens de protection a évolué de telle ou telle façon? Comment on crée cette sécurité-là? Et c'est revenir à la base. Et c'est aussi une occasion de développer plusieurs habiletés de leadership, comme je vais en parler un petit peu plus tard, parce que on n'a pas le choix dans ce terrain-là, et ce terrain-là de jeu que j'ai choisi est fait pour être un défi. Ce n'est pas fait pour être un safari photo, et ça va faire partie des questions auxquelles je vais répondre. C'est quelque chose, c'est une formation qui est très active, c'est une aventure qui est très active. On est dans l'action sans arrêt. Et donc, il y a des défis. Et il y a des défis personnels et il y a des défis de groupe. Mais il y a toujours une notion de défi, il y a toujours une notion d'apprentissage. C'est une formation qui donne l'occasion d'apprendre non seulement sur la nature, mais plus spécifiquement sur les animaux, le comportement animal. Ça m'a toujours fasciné, ça, parce que j'ai travaillé toute ma vie en psychologie, puis le comportement humain, OK, ça, c'est sûr que c'est intéressant, mais aussi, comme vous le savez, j'ai toujours fait beaucoup de safaris, beaucoup d'expéditions, et il y a une psychologie animale, il y a une logique de la nature. Et il faut savoir comment écouter l'environnement si on veut rester en sécurité, si on veut avoir du plaisir, si on veut avoir du fun, si on veut faire ce qu'on veut faire dans la nature, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter les bonnes choses. Mais pour ça, il faut les apprendre. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut écouter exactement. Il faut développer un sens de l'écoute qui est aiguisé pour avoir certains indices qui vont toujours être là dans l'environnement.
Là, je sais que ça peut paraître un petit peu flou, c'est normal. C'est à propos de ces cues-là, la formation, entre autres, cette aventure-là, entre autres. Je pense que j'aimerais vous partager un petit peu comment je suis arrivé à créer cette formation-là. Euh, bon, quand j'ai commencé à voyager, je suis tombé assez rapidement en amour avec l'Afrique. J'ai fait plusieurs expéditions en Afrique. Puis quand j'ai commencé à voyager, quand j'avais 20 ans, ben, j'ai fait des safaris, bien évidemment. Puis j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été fasciné par les animaux. C'est un rêve, là. Il y a quelque chose de mythique là-dedans. Puis c'est pas pour rien que une grande partie de l'économie en Afrique, ça passe par le tourisme puis les safaris. C'est parce que c'est un rêve pour tout le monde de voir ces animaux-là dans leur habitat naturel. Puis je vais vous avouer qu'après avoir fait plusieurs dizaines de safaris, ben, je me suis tanné. Parce que tu investis beaucoup d'argent là, dans un safari, tu t'en vas là, c'est plusieurs jours, puis tu t'en vas sur un territoire, puis là, on te vend ça, puis là, c'est comme, ah, là, je vais aller sur ce territoire-là, sur cette réserve-là. Puis là, c'est très bien brandé, hein? L'industrie du safari, c'est une grosse business. Donc, quand tu arrives là, c'est vendu comme tel, puis tout ça, puis là, tu te dis, OK, là, celui-là, il va être spécial, ce safari-là. Puis là, tu arrives là, puis là, tu vas dans un Jeep, là, la plupart du temps, ou dans un petit boss, là, dépendamment du style de safari que tu fais. Puis là, ben, tu vas voir des animaux. Je veux dire, tu as une trail, là, puis là, tu conduis là, dans la réserve, puis là, tu as des animaux, puis là, ils sont là avec le CB, puis tu dis, OK, il y a des éléphants là, ça se parle, là, OK, entre camions, entre Jeep. Puis là, on arrive avec un groupe d'animaux, d'impalas, des gnous, des éléphants, tout ça. Et puis là, tu te parques. Puis là, ben, là, le guide en avant, il dit, bon, ben, alors un éléphant pèse 8 tonnes pour les mâles. Puis là, il décrit des affaires sur l'animal. Là, tu regardes ça, puis tout le monde fait, oh. Puis là, on prend des photos. Puis là, on s'en va. Puis on s'en va trouver un autre animal. On se parque. OK? Typiquement, là, pour ceux qui ont fait des safaris, vous allez pouvoir le confirmer. Puis ceux qui n'en ont jamais fait, c'est ça un safari. OK? Puis je ne dis pas là, que ce n'est pas correct là, du tout, pas du tout, pas du tout. Là. C'est vraiment une question de goût. Mais en gros, la business du safari, c'est ça. Dans une business de safari, il y a des énormes réserves. Puis là, dans ces réserves-là, ben, il y a différents animaux. OK? Des fois, il y a tous les animaux, des fois, il y en a une partie. Ça dépend. Ça dépend des réserves. Et dans chaque réserve, il y a un lodge. OK? Le lodge, c'est l'espèce d'hôtel qui donne un peu sur la réserve. Donc, quand tu payes pour un safari normalement, tu t'en vas dormir au lodge, à cet hôtel-là. Puis là, c'est des forfaits. Donc là, il y a des buffets, il y a de la bouffe, c'est de l'alcool à volonté, tu es dans le confort. Puis là, après ça, tu as tes safaris qui sont bookés. OK, fait que toute la gang, on s'en va, là, une dizaine de personnes là, dans un Jeep. Puis là, tu fais ton safari, mettons, ça va en avant-midi, après-midi, tu fais ton safari. Là, tu reviens, là, tu manges à l'hôtel, puis tout ça, tu as un gros buffet. Puis là, on fait le safari d'après-midi, puis tout ça, puis tu prends les photos. OK? Ça, c'est le classique. C'est ça des safaris, typiquement, c'est ce qu'il y a de plus rentable. OK? Puis, à un moment donné, moi, à force d'en faire, ben, je me suis tanné parce que c'est la même affaire, là. Tu sais, à un moment donné, là, quand on a fait une coupe, là, tu sais, un éléphant là, que tu vois, là, à un moment donné, là, même à 15-20 mètres, là, pas trop loin, ben, c'est un éléphant. Tu sais. C'est beau, tu sais, c'est beau, là, mais à un moment donné, émotionnellement, c'est pas vrai qu'on serait émerveillé à chaque éléphant pendant 25 safaris pareil dans un Jeep. Là. Fait qu'à un moment donné, ben, je me suis aperçu que j'avais fait le tour. Puis là, je voulais plus, je voulais vivre plus de choses. Puis je me suis dit, OK, mais c'est quoi les autres choses de possible? Alors là, il existe effectivement une autre chose possible, ça s'appelle un safari à pied, un walking safari. Bon, je dis, ah, mais ça c'est le fun, c'est intéressant. Encore là, ce sont des formules assez préétablies qui consiste à marcher, OK, à marcher dans une réserve, mais donc au lieu d'être en véhicule, on est à pied. Donc, c'est un groupe de personnes, 5, 10 personnes, OK? Puis là, il y a un guide, OK?
Et on marche, puis là, on va observer des animaux à pied. C'est le même genre de principe. Mais là, je me dis, ah, ben ça c'est quand même excitant et tout ça, c'est le fun, hein, parce que là, évidemment, il y a plus de risques. Mais là, je me suis rendu compte que dans le fond, c'est des petits 2 à 3 heures. Fait que là, on a un safari, mettons, à pied qui est booké, qui consiste en 2-3 heures de marche sur une réserve. Fait que là, on marche pendant 2-3 heures, on voit des choses, mais assez de loin. OK? Donc, les animaux, on les voit assez de loin, dépendamment de la dangerosité des animaux. Plus les animaux sont dangereux, plus il faut les voir de loin. 100% logique, OK? Je ne dis pas du tout que ce n'est pas une bonne chose, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on marche 2-3 heures, on voit des animaux de loin, prend des photos, etc., etc., et on revient. On revient à l'hôtel, on mange à l'hôtel et on dort confortablement à l'hôtel, au lodge. Puis je trouvais que ça manquait terriblement d'adrénaline, tout ça. C'est comme, je pense que vous me connaissez un peu, je veux vivre plus d'affaires, je veux pas regarder un rhinocéros à 500 mètres, là, puis prendre une petite photo en tout petit, puis entendre les mêmes choses que j'ai entendues dans le fond, dans un Jeep. Puis là, je me suis dit, OK, mais on peut aller plus proche? Puis là, oh, là, non, parce que c'est trop risqué. Évidemment, euh, bon, il y a l'envers de la médaille des safaris à pied qui existent. OK? Il y a des accidents. Donc, c'est pas toutes les réserves qui donnent des safaris, qui fournissent des safaris à pied. Juste un instant, je vais être sûr que la connexion est bonne. Parfait. Tu me le dis, Valérie, s'il y a quelque chose. Donc, il existe des accidents. OK? Par exemple, ça arrive que même une girafe, okay? Une girafe, par exemple, ils appellent ça des girafes noires. Quand une girafe elle commence à être vieille, un mâle, okay? Il peut devenir plus agressif. Il va diviser le troupeau de jeunes mâles et de femelles pour empêcher la reproduction. Il va devenir très agressif. Puis aussi, ben là, ils ont les dents très usées, fait qu'ils ont de la misère à se nourrir. Donc, ça crée beaucoup d'agressivité pour même une girafe, que c'est comme une girafe, ça a l'air innocent comme tout, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Puis une girafe a tué l'année passée, je pense, un photographe dans un safari photo qui était à pied. Parce qu'on se dit, ben non, une girafe, il n'y a rien là. C'est pas si simple que ça dépend. Et là, cette girafe-là n'était pas de bonne humeur, puis elle a piétiné ce photographe-là, il est décédé. Juste pour vous donner une idée, une patte de girafe, là, le sabot, c'est gros comme ça. C'est un marteau. C'est énorme. Fait que quand on est face à ces animaux-là, un petit quelque chose qui ne se passe pas comme prévu peut avoir des conséquences. Donc, il faut lire le comportement de ces animaux-là. Donc, même avec des animaux gentils comme des girafes, normalement, il n'y a jamais de problème avec une girafe, là, ben, il y a des risques. Là, on parle de girafes. Ce qu'on appelle le Big Five en Afrique, c'est les 5 animaux les plus dangereux, donc c'est-à-dire qui sont capables de tuer un humain. Cape Buffalo, qu'on appelle Black Death, lion, léopard, rhinocéros et éléphant. En gros, ça, c'est le Big Five. Évidemment, ce sont les animaux qui attirent le plus d'attention. C'est ce qui justifie souvent l'investissement dans un safari. Ben normal, c'est super impressionnant. Ce sont loin d'être les seuls animaux impressionnants et intéressants, mais ce sont les plus spectaculaires et le Big Five, ça reste le Big Five. OK? Ben, quand tu es à pied, il y en arrive des accidents. Parce que, par exemple, à pied, ce qui va arriver, OK, pour avoir moi-même suivi ma formation de guide à pied en safari, un client peut donner, je ne sais pas, 200 $ US au guide cette journée-là pour dire, gars, je te donne 200 pièces US, amène-moi à 10 mètres d'un éléphant. Fait que là, évidemment, le guide, c'est sa job de connaître ça. Fait qu'il prend comme un défi, puis en plus, il va se faire de l'argent, puis en plus, il va avoir de l'air bon. C'est très tentant, ça, pour les guides. C'est souvent là que les risques arrivent. Donc, il existe des accidents où est-ce que là, le risque a été mal calculé, on n'est pas dans les bons vents, on est mal positionné, on est coincé, où on se fait piéger à travers un troupeau d'animaux qu'on avait sous-estimé où étaient ces animaux-là, et là, on se retrouve dans un cul-de-sac. Il existe 1001 accidents. Et donc, c'est un risque faire des safaris à pied. Et donc, c'est pour ça qu'un lodge, il veut offrir des safaris à pied, mais il faut qu'il reste assurable. Et s'il y a un accident qui sort au grand jour,
ou qui est rendu public un accident, une réserve ferme ses portes. Donc, les safaris à pied, il faut déjà comprendre que c'est une autre catégorie de safari. C'est sûr que les réserves et les lodges qui offrent ça, ils vont l'offrir de façon extrêmement sécuritaire. La plupart ne vont pas aller dans une zone où, par exemple, il y a des lions, surtout où il y a des lions. Parce que c'est vite, un lion. C'est super rapide, c'est super puissant. Et donc, on ne va pas dans des zones où il y a des lions, tout simplement, parce que ce n'est pas un risque qu'un lodge est prêt à prendre. Et je comprends, c'est 100% logique, puis il y a des accidents tout le temps. Mais souvent, on ne les voit pas au grand jour. Là. Mais pour avoir été dans ce milieu-là, pour continuer à être dans ce milieu-là des safaris à pied, il existe beaucoup d'accidents. Puis pas juste avec des lions, avec toutes sortes de choses. Là. Juste un coup de trompe d'éléphant, là, je veux dire, ça vous casse en deux. Là. Ça a l'air bien mignon, un éléphant, puis bon, une trompe, c'est un gros tuyau mou, ça. C'est une tonne de muscles en roche. Là. Fait que tout est puissant. Et donc, ça doit faire l'objet d'un risque qui est très calculé. Donc, ceci étant dit, je me suis vite rendu compte que même en voulant faire des safaris à pied dans la plupart des réserves, la distance avec les animaux est tellement grande qu'on ne vit pas grand-chose nécessairement. Et là, ben, à un moment donné, j'ai osé demander si on pouvait faire du camping. Évidemment, ça a été no. Tu ne peux pas faire du camping. On te laisse marcher 3 heures avec toutes les précautions du monde, puis tu reviens sur tes pas, that's it. Puis, je veux dire, c'est le fun, là. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis je l'ai fait, puis j'ai toujours aimé ça. C'est toujours intéressant. Mais j'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose personnellement. Puis, c'est là où l'idée est venue dans ma tête. C'est-à-dire, OK, mais moi, je veux une vraie aventure, là, une vraie aventure de survie. Je veux passer du temps là. Je veux être capable de m'approcher des animaux assez proches, voir leurs comportements, interpréter les comportements, lire les comportements. Je voulais dormir là. Donc, déjà là, puis là, je vous résume là, 10 années là, d'avoir réfléchi à ça, dont les 3-4 dernières années étaient pas mal dédiées à comment faire arriver ça. Puis toutes les réserves me disaient, Guillaume, tu ne vas pas faire du camping avec des clients sur un Big Five. Point. Tu ne fais pas ça. Les risques sont trop grands. Au niveau assurance, c'est trop grand. Puis on veut pas soutenir ça. Donc, j'ai jamais trouvé de terrain où je pouvais le faire. Par contre, l'année passée, j'ai réussi pour la première fois à trouver une terre où il y avait du Big Five dessus, ce qui est déjà énorme, ce qui était déjà un tour de force. Il y avait des Cape Buffalo, c'est déjà extrêmement dangereux, et il y avait des rhinocéros. C'est comme, bon, OK, ça c'est solide. Et donc, j'ai fait un premier groupe là-bas. Et donc, ça a été une expérience extraordinaire, super belle expérience. Puis, j'ai adoré ça. Mais quelque chose qui me manquait, c'est, ouais, mais ça serait le fun d'avoir tout le Big Five. T'sais. Puis c'est sûr que ce qui est casse-gueule, c'est les lions. C'est toujours ça. Les lions, c'est comme un autre monde. Parce que ça se cache, c'est super rapide, c'est super fort, c'est souvent en groupe, c'est bien du trouble. Donc, j'ai jamais, là, mais jamais trouvé une réserve où ils ont accepté ça. Jusqu'à cette année. Cette année, il est arrivé un concours de circonstances. J'avais sélectionné une réserve où j'ai fait mon entraînement, justement. Et je sais que sur cette réserve-là, il y a une coupe de lions. On a 2, 3 là, qui se tiennent là. Donc, je me suis dit, extraordinaire, super. T'sais. Puis là, j'ai fait des démarches pendant, je dirais, 1 an pour pouvoir aller là. Puis j'ai fait des rencontres sur place. Je vous passe le trouble. Là. Je suis allé là, je pense, 4 fois en Afrique du Sud juste pour délai ça. Puis à la dernière minute,
il y a eu un accident d'une personne qui était à pied avec un éléphant. Fini. Tout était terminé. Et ce qu'il m'offrait, c'était dormir dans un genre de camp avec de la clôture électrique autour de nous autres. J'étais comme, non. Je dis, je ne vais pas demander à les clients de payer pour ça. Non. Fait qu'ils ont essayé de me convaincre. J'ai dit, non, c'est pas ce que c'est pas ce que je cherche. Tu sais. Moi, je ne suis pas un agent de voyage. Là, OK? J'ai pas le temps de faire ça. C'est pas mon intérêt de booker des voyages. Moi, je fais des formations. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est créer des expériences qui sont uniques. C'est des once in a lifetime. Puis c'est ça. Si c'est pas ça, j'ai pas le temps. Tout simplement. Fait que j'ai refusé. Puis je me suis dit, bon, mais je veux dire, si ça se passe pas là, moi, j'ai fait le tour de l'Afrique du Sud. Et là, un concours de circonstances. Un de mes amis, Mario Huot, qui a un lien avec une réserve là-bas, puis j'ai des amis là-bas, on, sont allés, sont allés faire des demandes là, avec des plugs à eux autres, parce que les propriétaires de réserve se connaissent là, un peu. Et je ne sais pas exactement pourquoi là, ça a fonctionné. Je ne sais pas si c'était un meilleur timing. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un changement de propriétaire, whatever. Et là, on a réussi à avoir une autorisation sur une énorme réserve de 300 km². Tu n'en vois pas le bout. OK? Et là-dessus, il y a tout. Quand je dis tout, je dis il y a tous les herbivores possibles, il y a tous les ruminants possibles, il y a toutes les hyènes, les deux types de hyènes, hyènes avec tacheté, hyène brune. Il y a des guépards qui est rare, difficile à trouver. Donc, il y a des guépards là-bas. Il y a les deux types de rhinocéros, rhinocéros blanc, rhinocéros noir. Il y a 20 lions, une vingtaine connus, donc une vingtaine de lions. Il y a des Cape Buffalo, des éléphants en masse. Bref, puis des léopards, bien évidemment, mais ça, c'est des fantômes extrêmement difficiles à voir. Fait qu'il y a tout. Et en plus, j'ai le droit d'amener mes clients et on a le droit d'être là-bas et de dormir en plus sur place. Donc, évidemment, c'est de loin la meilleure nouvelle que j'ai apprise et je l'ai appris, je pense, en janvier ou février. Donc, c'est assez récent. Et donc, enfin, j'ai la terre rêvée que j'ai jamais réussi à avoir avant. Puis, hey, puis vraiment, là, j'étais tellement déterminé. Il y a 2 ans, j'étais prête à acheter une réserve. Là. Juste pour vous donner une idée là, de mon focus, je me suis dit, je vais en faire. Je vais en faire la Christie de réserve. Je m'étais trouvé un partenaire en Afrique du Sud, une terre. Moi, j'allais mettre des lions là-dessus. Je vais le faire. Je vais le faire. Là. Écoutez, si ça n'existe pas, je vais le faire. Finalement, là, ça n'a pas marché avec le partenaire d'Afrique du Sud, il a changé d'idée, bref. Mais là, là je l'ai, cette opportunité-là. Fait que j'ai sauté là-dessus, puis je me suis dit, ben là, dans le fond, j'ai bien fait de persévérer. Et c'est là qu'on va. Et c'est là qu'on va faire cette aventure-là. Ça vaut vraiment cher pour moi, cette formation aventure-là parce que ça permet de relier un peu la psychologie avec la nature. Tu sais, souvent, hein, la psychologie humaine, c'est très en vase clos. Tu sais, c'est très un cerveau, c'est très interne, c'est pas très physique. Tu sais. Puis moi, je pense qu'il faut être un peu plus physique, il faut être un peu dans notre corps, faut être capable de connecter avec la nature physiquement. Puis je me suis dit, ben regarde, c'est l'occasion de rêver de faire un peu des deux. Parler du leadership, parler de l'évolution humaine, parler de la psychologie humaine, parler de la communication, parler d'où on vient comme humain et de comprendre la psychologie animale, qui est, selon moi, fascinante. C'est sûr que Psychom, c'est de la psychologie humaine que je fais, mais les animaux ont définitivement une psychologie. Définitivement. Et tu peux lire le langage non verbal, tu peux lire ces codes-là. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que chaque espèce a ses codes et tu peux voir ça. Et ça, c'est important parce que les animaux te disent des choses. La girafe te dit des choses dépendamment de ce qu'elle fait. Et chaque animal, chaque espèce montre des signes qu'il faut lire et c'est ce qui va dicter un petit peu tes possibilités, l'approche, le bon comportement à faire. Donc, ça veut dire que c'est de l'écoute aussi. Donc, tu ne peux pas écouter quelque chose dont tu n'as absolument pas conscience et zéro signification.
Ça ne se fait pas vraiment. Tu peux percevoir quelque chose, mais une perception ne se transforme pas en décision. Donc, pour qu'une décision qui soit porteuse de résultats puisse être faite, ça doit à la base prendre racine dans l'écoute de quelque chose et dans la conscience de ce signe-là. Et pour moi, c'est ça, Psychomorigine, c'est faire tout ça dans le terrain le plus incroyable possible. Et c'est ça l'invitation. Si vous permettez, j'aimerais qu'on passe à travers le programme. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient posé des questions, puis je vais y répondre d'ailleurs à ces questions-là. Mais j'aimerais qu'on passe à travers le programme. Ce programme-là, là, il est détaillé sur le site web, dont www.communicationpsychom.com, dans la section retraite. Dans retraite, il y a Psychom Origine. Puis vous scrollez en bas, vous avez toute la description de ce qu'on va faire, les buts, les objectifs, la liste de matériel et le programme. C'est ce que je nous propose de faire actuellement. On va regarder en détail ce programme-là. Donc, je vais vous partager l'écran avec mon expertise informatique. OK, on l'a. Donc, regardons plus spécifiquement qu'est-ce que c'est. Parce que j'avais une question qui disait, oui, mais Guillaume, c'est quoi la différence entre ça et un Safari photo de Big Five? Parce que oui, il y en a des compagnies en masse qui font des Safari photos de Big Five. Je veux dire, c'est sûr, c'est ça la business. Alors, je pense que déjà, j'ai répondu à quelques questions à ça déjà, mais allons plus loin, allons plus précisément. Donc, je vous propose de regarder le programme. Ça se déroule sur 9 jours. Toutes les activités ici sont décrites en AM, PM, soir et nuit. Le lieu de où on dort est indiqué dans le bas ici. Oui, nuit ici en bas. OK? Soir activité, PM, AM. Le dîner est spécifié, c'est-à-dire où on dîne, où provient la bouffe et le souper et le déjeuner également. Donc, on part sur jour 1. Jour 1, c'est la journée où vous arrivez, tout simplement. Donc, vous êtes responsable de votre billet d'avion. Avant, au début, je prenais ça en charge, puis c'était tellement un casse-tête que moi puis Jérémy, mon collaborateur principal, on passait plus de temps à gérer billets d'avion, les spécificités de billets d'avion de chacun, en absorbant tous les risques. C'était invivable. Puis on mettait moins d'accent sur le programme lui-même, puis les autres choses à gérer. Donc, on s'est rendu compte que ça n'avait pas trop de sens. L'autre chose, c'est très individuel dans les préférences sur les billets d'avion. Il y en a qui veulent être en première classe pour tel vol à tel vol. Il y en a qui ont des besoins spéciaux. Il y en a qui veulent payer avec les Air Miles. Il y en a qui veulent payer par la carte de crédit parce qu'ils ont des points de je ne sais pas quoi. Il y en a qui ont des aéroplans. Il y en a qui ne tolèrent pas trop de délai d'escale entre deux destinations. À un moment donné, c'est des choix individuels. OK? Donc, on laisse, ça fait au moins 2 ans que je laisse les gens gérer leur propre billet d'avion. Tout ce que je dis, c'est jour 1, soyez là. Donc, c'est la seule chose que je demande. Le reste, vous vous organisez selon vos préférences. Donc, arrivé jour 1. Quand c'est écrit Tusker Lodge, ça, c'est notre base. Notre base, c'est un lodge qui s'appelle Tusker, donc qui est associé aussi à une réserve, la réserve Tusker. Et donc, Tusker, c'est un lodge avec des espèces de petits condos, des espèces je dirais des chambres maison, si je peux dire, extrêmement confortables et tout ça. Et donc, ça, c'est notre base. On va se reposer là lors de nos journées de repos. C'est là où on fait notre lavage. C'est là où on vient recharger nos batteries. Donc, on arrive à Tusker. Donc, il y a un transport qui va être organisé pour aller vous chercher à l'aéroport. Donc, évidemment, on va, quelques semaines d'avance, on va avoir vos horaires de billets d'avion. On va synchroniser des transports. Puis, quelqu'un vient vous chercher à l'aéroport. Et ça prend 1 heure et demie après ça, quand vous arrivez à Port-Élisabeth. Oui, bon, je vais répondre à la question. C'est où? C'est proche de Port-Élisabeth, dans la région de Grahamstown. Port-Élisabeth, c'est plus dans l'est du pays, de l'Afrique du Sud, donc sur le Cap oriental. Fait que c'est là où on va. Okay? Donc, vous atterrissez à Port-Élisabeth. Ça, c'est votre destination finale. On s'en va vous chercher, je vais organiser un transport pour vous chercher et vous amener au Lodge, Tusker Lodge.
Après ça, vous arrivez Tusker Lodge à la journée 1 et vous arrivez quand vous voulez. Vous pouvez arriver dès le matin si ça vous tente. Vous allez avoir plus de temps pour vous reposer dans la journée ou vous pouvez arriver plus tard en après-midi. C'est votre choix. Ça dépend de votre préférence. Ça dépend quand est-ce que le billet d'avion adonne, le prix que vous voulez payer. Des fois, il y a un billet qui est moins cher, tu sautes dessus, puis là, tu arrives un petit peu plus tôt, puis des fois un petit peu plus tard. It's all good. L'important, c'est journée 1, tout le monde doit être là, idéalement pour au moins fin d'après-midi pour le briefing. OK? Donc, si on voit ici, en après-midi, ben, on se rencontre de bienvenue, vous vous mettez bien. On s'installe, vous allez avoir un long voyage à faire. C'est beaucoup d'avions. Donc là, vous devez vous reposer, commencer à recharger vos batteries, vous familiariser avec vos chambres qui vont être assignées à vous autres. Souvent, on va être 2 par chambre. Extrêmement confortable. On n'est pas là dans la survie, hein, juste clarifier. Ici, là, c'est douche chaude, tout le kit. On n'est pas du tout dans une survie. Fait qu'il faut tomber sur une base qui est confortable. Après ça, ce qu'on va faire le soir de cette première journée-là, on va juste réviser quel est le programme, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi les objectifs spécifiques de ce qu'on va faire un petit peu à tous les jours, puis les objectifs globaux de cette formation-là aventure. On va parler aussi de vos attentes, des attentes que j'ai par rapport à cette semaine, parce que je vais en avoir des attentes et je vais en parler un petit peu tantôt. Et c'est aussi ce qui va se différencier d'un safari classique, c'est qu'on est là pour faire quelque chose, on est là pour apprendre quelque chose. Donc, il y a un mindset qui est nécessaire. On ne s'en va pas là pour faire juste du tourisme avec des photos. Ce n'est pas le mindset. Si c'est ce que vous recherchez, moi, je vous recommande de juste booker un safari photo normal. Donc, je répète, ici, c'est vraiment une espèce de formation, expédition d'aventure où vous allez apprendre des choses. Il va y avoir des challenges. Ça va être super plaisant, ça va être vraiment le fun, mais on est là pour vraiment apprendre quelque chose puis en ressortir avec quelque chose de précis, de concret. Première nuit, on est toujours au lodge, gros dodo. Vous allez être très fatigué. Donc, on se repose. Alors, dès le lendemain matin, ça part. Et ça part avec quoi? Avec de l'apprentissage. Donc là, on va regarder différentes vidéos, on va regarder des images, on va apprendre les animaux sur place. D'ailleurs, ces animaux-là, je vais probablement vous envoyer un document d'avance, bien avant d'arriver en Afrique du Sud, pour pouvoir déjà que vous commenciez à vous familiariser sur les animaux que vous allez voir. C'est beaucoup plus fun au niveau de l'adrénaline puis au niveau de la dopamine de sentir qu'on sait ce qu'on voit un petit peu. Ah, ça, c'est tel animal, je le sais, je connais son nom. C'est beaucoup plus plaisant. Moi, une des choses que je déplore beaucoup dans les safaris, c'est qu'on arrive de même, on spark, puis on regarde, puis on fait ben ouais, ben ouais, ben oui, ça c'est beau. Alors, je ne recommande pas ça. Je recommande une certaine préparation avant, c'est-à-dire l'identification des animaux que vous allez à 95 croiser, gros, petits et moyens animaux. Donc, les animaux de la plaine, on va les voir. Les prédateurs, extrêmement importants. Le Big Five, bon, c'est pas parce que c'est un Big Five que c'est nécessairement des prédateurs. C'est des catégories d'animaux différents. Les serpents, oui, il y a des serpents, OK? Pas plein. OK? Débouquez pas votre voyage, là, ceux qui sont inscrits. Mais il faut en parler des serpents. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est comme un peu une réalité. Bon, il n'y a pas des tonnes de serpents. Il y en a, sont durs à voir, OK? Parce que des serpents, c'est extrêmement sensible, puis ça détecte la vibration des sols, puis les serpents, ça ne veut jamais rien savoir des humains, comme la plupart des animaux. Donc, ça va être assez difficile d'en voir, OK? Puis si vous en voyez un, vous allez être quand même chanceux ou chanceuse, mais ce n'est pas quelque chose qui est commun. Fait que vous n'avez pas à être préoccupé par ça. Par contre, il faut les connaître. Ça fait partie de la diversité de la faune. Il faut aussi être capable d'apprécier ça. Donc, on va les voir. On va voir certains insectes et arthropodes. Il y a plein d'insectes. Il y a pas. Moi, je ne trouve pas que les insectes sont très dérangeants. Dans le sens que c'est pas. Si on est plus en forêt tropicale, là, tu as des mille pattes, ça de long puis ça de large. C'est un autre monde. En savane africaine, c'est beaucoup plus discret. Y a pas, on ne se fait pas achaler beaucoup. Il n'y a pas de malaria en plus en Afrique du Sud. C'est une belle place pour faire ça parce que le risque physique est très faible. Mais il faut quand même savoir quelques insectes qui sont intéressants à voir, pas parce qu'ils sont dangereux, juste parce qu'ils se comportent de façon intéressante, ils ont des couleurs, ils ont des habitudes très particulières.
des habitudes particulières. Les fourmis, il faut être un petit peu bon en fourmis quand même. Il y a différents types de fourmis et termites et il faut savoir un petit peu comment fonctionner avec ça. Après ça, primates, oui, il y a des singes, des babouins, je me souviens plus, vervet monkey, en tout cas des singes bleus, je pense en français. Bref, il y a des primates. Il faut voir les comportements typiques d'animaux. Il faut voir les zones d'approche. Donc, ça veut dire que surtout quand on se retrouve dans des périmètres de Big Five, il faut comprendre les cercles. OK? Mettons que tu as un animal ici, tu as des cercles imaginaires qui déterminent des réactions précises de l'animal qui est au centre. Donc, quand tu t'approches et tu croises ces cercles-là imaginaires, il va y avoir des réponses stéréotypées de cet animal-là. Tu dois les savoir. Donc, on va en parler. Ça fait partie de la communication. C'est tout ça la game qui est intéressante là-dedans. Conscience 360 degrés. Ça va être beaucoup une semaine où vous allez développer votre conscience de votre environnement et beaucoup votre attention et votre concentration. C'est une semaine où vous allez vous concentrer beaucoup. OK, il va y avoir différents défis relatifs à cette concentration-là. Et donc, je vais expliquer comment on fait pour observer et quoi tout le temps autour de nous quand on va se promener dans la forêt ou dans la savane. On va regarder les attaques d'animaux. Comment ça se passe une attaque précisément parce qu'il y a des signes précurseurs. Donc, comme on s'en va dans une zone où c'est bourré de ces animaux-là, il faut devenir assez bon dans les attaques et ce qui crée les attaques, ce qui inhibe ces attaques-là, et les précautions qu'il faut prendre. Des précautions individuelles et des précautions de groupe. Parce que là, il faut avoir une espèce de double pensée. Il faut la pensée individuelle, c'est-à-dire que on a des responsabilités individuelles. OK? Moi, vous, tout le monde. On doit prendre soin de faire des bonnes choses. Donc, on est chacun responsable de sa propre sécurité, de ses comportements, mais aussi, il faut travailler en équipe. On est vraiment, il faut que vous pensiez là, comme les premiers humains il y a 100 000 ans, comme une tribu. OK? Donc, c'est vraiment vers ça là, le mindset qu'on a. Fait que tout le monde doit fonctionner bien pour être protégé puis enjoyer le moment sans arrêt, sans être en danger. Deuxième journée, puis là, bon, on a fait ces apprentissages-là. On va toujours manger au lodge, donc c'est de la bouffe, c'est de la super bonne bouffe. Là. Personne ne va être malade avec ça. C'est de la super, super bonne bouffe. Vous allez être plein, vous allez être très bien nourri. Après ça, là, il faut commencer des exercices. C'est-à-dire que là, sur la réserve de Tusker, on part à faire nos premières marches. Donc là, on commence à mettre en application des choses. On s'en va commencer à explorer nos premiers animaux, commencer à tenter des approches. Je vous explique comment on se déplace dans la savane, comment on marche, il y a une technique de marche, comment on gère nos pas, comment on gère le bruit qu'on fait. Donc, on commence nos premières marches comme ça. Le soir, lodge, petit repos, et on dort toujours confortablement au lodge. Et là, comme vous allez le voir là, dans la semaine, ça monte de difficulté progressivement. Journée 3, là, on tombe dans des habiletés de survie. Pourquoi? Rappelons-nous que nous allons dormir là-bas. Nous allons dormir direct dans la savane, pour de vrai. Donc, pas de petite clôture électrifiée, pas de cabane ou de rien de ça. Là. On va regarder quel terrain ou quelle zone on choisit pour camper. On s'en va là. On crée nous-mêmes notre sécurité. C'est vraiment des habiletés de survie. Donc, je vais vous expliquer comment installer les abris, comment le positionner. Feu, super important d'être assez vite pour se partir un feu, puis pas un feu au briquet, mais à la pierre, c'est-à-dire à l'étincelle. Donc, ça va, pour rendre ça un petit peu intéressant, on va y aller à la façon la plus traditionnelle possible. Pas comme ça, parce qu'on ne s'en sortira pas vivant. Fait qu'on va y aller avec un entre-deux, on va y aller avec un étincelle, puis ça va très bien se faire. Donc, on va se pratiquer à faire ça. On va regarder comment utiliser le vent, l'humidité et comment rester en sécurité pendant qu'on dort dans un camp dans la savane africaine. Comment fonctionne le vent et comment on dort dans un endroit où il y a des animaux dangereux. Parce que quand on dort dans des animaux où il n'y a pas beaucoup d'animaux dangereux versus beaucoup d'animaux dangereux, ça change un peu notre stratégie de sommeil, ça change notre stratégie de où on dort, comment on se place. Donc, on va voir ça très techniquement. Ça, c'est une de mes parties préférées. C'est tellement, tellement, tellement le fun. Alors,
comme on est sur cette réserve-là, on va revenir. OK? On va revenir. Fait que la première avant-midi, hein, là, on est plus dans du physique. On revient au lodge. On mange bien. Après ça, après-midi, approche animale stratégique. Maintenant, pour s'approcher d'un animal, parce que là, on est à pied. Le but du jeu, c'est de s'approcher des animaux. Fait qu'on va s'exercer à s'approcher des animaux, différents types d'animaux. Dépendamment des types d'animaux, on ne s'approche pas de la même façon. Ce n'est pas les mêmes stratégies, ce n'est pas les mêmes niveaux de difficulté. Il y a des animaux qui c'est extrêmement difficile de s'approcher et il y en a d'autres qui c'est plus facile. Mais on reste dans la notion de défi tout le temps. C'est comment on déjoue les sens d'un animal qui évolue des milliers et des milliers et des milliers d'années pour détecter tout dans l'environnement, puis en plus le détecter en groupe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on contourne ça? Puis comment on fait pour aller dans les angles morts de ces animaux-là, pour s'en approcher et être capable de l'observer sans qu'ils sachent. Le but, là, c'est d'être des fantômes. En fond, c'est une formation un peu pour être en sécurité, mais ça, on veut s'approcher d'un animal qui ne s'en rende pas compte, ou du moins le moins le déranger possible. Fait qu'on va se pratiquer à faire ces approches-là, on va faire différents jeux. Puis comme on est dans une terre à Tusker, là, je rappelle, là, ces premières journées-là, on est à Tusker, il n'y a pas de Big Five. OK? Y a-tu pas de Big Five? Ah oui, il y a des léopards. Ouais. Il y a des léopards. Mais les léopards, c'est très rare qu'on les voit. C'est extrêmement difficile. Donc, il ne faut pas trop s'en faire avec les léopards, mais les léopards, c'est pas gérable. OK? Mais je veux dire, il n'y a rien qui peut empêcher un léopard de bouger. Là. C'est toujours dans les arbres. Donc, c'est impossible de s'assurer qu'ils ne sont pas là. Il y en a tout le temps un peu. Mais les léopards n'aiment pas les humains, donc ils se tiennent loin. Donc, en parle à léopard, il n'y a pas de Big Five et c'est un bon terrain de pratique pour s'exercer avec d'autres animaux qui sont aussi intéressants, mais au moins qui ne vont pas nous attaquer. Donc, voici ce qu'on va faire en journée 3. Et là, on s'en va. Ah oui, aussi, initiation au tracking. Le tracking, c'est l'art de lire les pistes. Très important quand on marche dans la savane. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a autour de nous et il y a combien de temps que cet animal-là était là et où il va. Super important parce qu'en fonction de ça, on va décider du trajet, où on marche, qu'est-ce qu'on contourne, comment fonctionne, en quoi on va dévier ou changer de trajectoire en fonction de la direction de l'animal ou en fonction du vent. Donc, on va se pratiquer à reconnaître les traces des animaux, que ce soit des insectes, que ce soit des oiseaux, que ce soit des lions. Donc, on va tout regarder ça. Ben là, il n'y a pas de lion sur Tusker pour l'instant, mais on va quand même commencer à s'exercer à regarder, bon, est-ce que ça c'est frais, ça c'est-tu pas frais, dans quelle direction ça va, ça c'est quel genre d'animal. Donc, une petite initiation au tracking. Et by the way, ce qui est fascinant, c'est que le tracking ou le pistage, c'est l'ancêtre de la science. Donc, je vais vous en dire plus quand on va être rendu là-bas. Après ça, bon, rendu dans cet après-midi-là, on quitte le lodge. Donc là, vous savez comment regarder des animaux. On a une initiation de comment s'approcher des animaux. Vous savez comment vous installer sur le camp. Bien, maintenant, il faut le vivre. Donc, dès la journée 3, on est directement en camp. C'est-à-dire qu'on s'en va installer notre premier camp ensemble, c'est-à-dire en groupe. Donc, on s'en va sur Tusker, on installe notre camp, on développe nos réflexes, mais on va se pratiquer comme s'il y avait des lions qui pouvaient arriver. Donc, là, c'est une pensée stratégique, OK? C'est-à-dire, si on s'installe là, que des lions, il faut le faire efficacement, il faut le faire en sécurité, comment on reste en sécurité, comment on choisit notre emplacement, les feux sont où, comment on se dispatche les tâches. Fait qu'on est vraiment comme une unité là, ensemble. Donc, ça rend ça très ludique, très le fun. Il y a quand même des prédateurs. On peut pas, on est en Afrique, là, fait que, je veux dire, ça existe. Donc, dans ce territoire-là, typiquement, il va y avoir des lynx. OK? C'est ça, gros comme un lynx, un petit peu. Des lynx, des caracals, ça ressemble un peu à un lynx. C'est comme un gros chat sauvage. Il va y avoir des hyènes brunes qui sont très, très discrètes, très gênées, donc sont très difficiles à voir. Bien évidemment, il y a des antilopes de toutes sortes. Il y a des babouins. Des babouins, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut garder trop proche. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, il y a des léopards, girafes, gnous, tout ça. Donc ça va faire partie des animaux qui vont être un petit peu omniprésents autour de nous lors de cette nuit-là.
Et là, je sais qu'il va y avoir une adaptation là, déjà parce qu'il y en a qui vont déjà être un peu déstabilisés. Il y en a qui ne sont pas habitués nécessairement de faire du gros camping, ça dépend des gens. Il y en a qui sont plus familiers que d'autres que non. Donc, il faut m'en est casser la glace, puis c'est cette nuit-là. Après ça, le lendemain, on revient à pied au lodge. Et encore là, sur le retour, on va faire des approches animales. On vient au lodge. En après-midi, il va y avoir un petit repos, n'est-ce pas? Donc, pendant ce repos-là, dépendamment de votre énergie, OK, si vous vous sentez fatigué, il faut faire une petite sieste ici parce que j'allais dire le pire est à venir, mais ce n'est pas le pire, c'est le meilleur est à venir. Donc, il faut être un petit peu en forme. Donc, ceux qui veulent se reposer peuvent le faire. Ceux qui veulent s'initier au tir à la carabine, à la cible, peuvent le faire. On a des carabines sur place, puis il y en a qui veulent essayer ça. C'est possible aussi, on peut l'arranger aussi. Je ne mets pas sur rien de spécial, c'est juste sur des cibles. Donc, c'est plus à titre ludique que j'ai pensé débloquer cette activité-là. Et là, le soir, on augmente encore de challenge. C'est encore une nuit qu'on va aller faire, une nuit en brousse. Mais là, le challenge, c'est l'autonomie. Ça veut dire que c'est une nuit en solo, donc vous ne serez pas en équipe. Donc, vous allez devoir vous arranger pour passer la nuit seul et être capable de surmonter ce défi-là seul avec les connaissances que vous avez eues au cours des 3 jours d'avant. Donc, vous allez devoir faire les mêmes mécanismes, les mêmes choses qu'on a pratiquées, mais là, on va le pratiquer à le faire tout seul. Je tiens à vous rassurer, si je le fais, c'est que je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois moi-même. Et même à cet endroit-là, ce n'est pas un endroit où vous devez avoir peur pour votre vie. OK? C'est très important. L'objectif, là, c'est de rester en sécurité de A à Z, mais de vivre quelque chose en même temps. Donc, il y a un défi là-dedans, c'est de passer une nuit tout seul. Maintenant, oui, effectivement, ça va gigoter autour de vous pendant cette nuit-là parce que les animaux vont vous sentir, là, c'est comme ils vont se dire qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, puis ça va attirer de l'attention. Et souvent, la nuit, ben là, les animaux peuvent plus se cacher, fait qu'ils sont un petit peu plus audacieux, je dirais. Fait que ça se peut qu'il y ait des animaux qui s'approchent un peu de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez être en danger. Vous ne le serez pas. OK? Mais vous allez vivre quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est un défi personnel. Puis aussi, c'est quelque chose qu'il faut se pratiquer parce que rappelons-nous que nous allons dans les prochaines journées, vers le territoire où il y a les animaux les plus dangereux. Donc, il faut se pratiquer à le faire. C'est très important. Puis votre but même, c'est de bien dormir. Souvent, les gens pensent que parce qu'on fait de la survie ou on fait des expéditions, le but, c'est comme quasiment de souffrir. Je vous dirais non. Le but, c'est de créer le maximum de confort. C'est ça le jeu. Le jeu, c'est dans ce contexte-là, comment on peut être super bien. Ça, c'est un challenge qui est intéressant. Donc voilà, ça c'est pour la nuit solo. Après ça, au retour, by the way, vous allez probablement avoir des walkie-talkies s'il y a quoi que ce soit. Moi, je vais tout savoir où est-ce que vous êtes. Bref, je vais tout vous expliquer ça. Puis moi, sûrement, je ne vais pas dormir trop de la nuit juste pour être sûr que je suis réveillé s'il y a il y a de quoi qui se passe. Mais ça va aller super bien. Alors, la journée 5, quand je dis nourriture déshydratée, c'est que là, rappelons-nous, là, on est là dans la savane et tout ça. Là. Fait que là, vous n'allez pas apporter votre plat de pâté chinois. Vous devez apporter, puis ça, c'est spécifié le nombre là-dedans, où vous voyez nourriture déshydratée, un petit sachet de bouffe déshydratée qui est offert dans n'importe quel magasin de plein air. Là, okay? Fait que, dépendamment de votre appétit, c'est un sachet, un repas complet, vous mettez de l'eau qui bout là-dedans, vous brassez ça, vous attendez 15-20 minutes, puis c'est un repas complet. Fait on va y aller comme ça. OK? Fait que votre tâche principale, dans le fond, ça va être de faire bouillir votre eau. OK? Ça va être ça la grosse étape de cuisine. Mais quand même, c'est important de bien faire ça. Donc, le lendemain matin, on revient au lodge et là, on vient se reposer un petit peu et on va débriefer. Comment ça s'est passé votre nuit? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer notre confort, dormir encore mieux? C'est toujours augmenter le confort le plus possible. Lunch qui va être au lodge principal. Et ceux qui veulent, on va aller faire une partie de la journée à la plage. Tu sais, tant qu'à faire, on va se reposer pour vrai.
On va aller sur le bord de la plage, on va aller relaxer là-bas. C'est au choix aussi. Ceux qui veulent aller à la plage, moi, je vais l'organiser, on va y aller. Puis ceux qui veulent rester dans leur chambre, puis rester se reposer là, c'est aussi possible. Ça va être un petit peu au choix. OK? Après ça, dernier après-midi, avant le highlight de notre semaine, c'est que soit on va se reposer aussi et on va répondre aux questions. C'est-à-dire, bon, de quoi il faut parler là? Parce que là, après ça, on est 3 jours et on ne revient pas. Donc, c'est 3 jours qu'on enfile. Donc, là, il y a une certaine intensité là-dedans. Et non seulement c'est 3 jours de fil, mais c'est 3 jours dans le Big Five jusque-là. Donc là, il faut être capable de maîtriser chaque élément de son matériel. C'est très important, ça. Le matériel, il faut le connaître par cœur. Puis d'ailleurs, puis là, je fais un Facebook Live là, mais les gens qui s'inscrivent, on va se refaire un briefing. Donc, ça, c'est pas le briefing. Ça, c'est juste l'exploration de ce que c'est. Mais on va se faire un briefing sur le matériel précis. Qu'est-ce que je recommande? Comment se pratiquer? Comment se préparer? Donc, il faut se sentir là, à l'attaque. Il faut se sentir qu'on maîtrise notre matériel. On sait où on s'en va. Votre matériel, c'est votre maison. Donc, on va faire la dernière préparation, dernière grosse nuit de sommeil. Et le lendemain, on part à l'autre réserve. Et ça commence tôt le matin. Et on part. Bon, je ne vous ai pas nommé ça depuis le début, mais là, vous allez être avec moi, mais vous allez être aussi avec un de mes collaborateurs en qui j'ai le plus confiance, qui s'appelle Joe Barnett, en Afrique du Sud. C'est un gars que je connais depuis au moins 4 ans. C'est vraiment un gars qui est extrêmement connaissant avec les animaux. Il a beaucoup d'expérience dans des territoires avec Big Five, beaucoup d'expérience avec les éléphants, beaucoup d'expérience avec les lions. Donc, vous allez être principalement avec moi et Joe pendant tout ce temps-là. Et d'ailleurs, Joe était présent là, avec le groupe précédent, puis je peux vous dire que c'est un amour, puis il a été très, très apprécié. C'est un gars qui est super doux, qui est super généreux. Il y a toujours plein d'anecdotes de toutes sortes d'affaires d'animaux. C'est tellement le fun. Donc, on va avoir bien des jasettes autour du feu le soir. À chaque fois qu'on va aller en brousse, à chaque fois qu'on va avoir fini de manger, on va se réunir autour du feu. Puis souvent, je vais faire des séminaires, des séminaires soit de psychologie ou soit on va se raconter des histoires d'animaux, de Joe. Donc, il va tout le temps avoir une espèce de contenu là, théorique là, régulièrement tout au long de la semaine qui va être principalement animé par moi. Donc, on est toujours journée 6, ça commence. Alors, on passe toute la journée sur ce territoire-là. Donc là, le but, c'est on marche, on trouve des animaux, on prend des décisions stratégiques. Là, c'est plus une joke. OK? Il y a tous ces animaux-là, puis au début, sont cachés. Hein? C'est pas toujours évident. Hein? C'est pas du parc safari. Là, c'est pas un zoo. Là. Les animaux, c'est fait pour se cacher. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment aiguiller notre sens d'observation. Il faut tout voir. Donc, il faut s'aider pour voir ces choses-là. Il faut bien communiquer entre nous. Il faut être très silencieux. Il faut tout gérer ces paramètres. Puis ça, c'est ça l'affaire la plus excitante que je voulais vous faire vivre. Donc, on passe la journée là. Si on voit des animaux, on se dit, bon, on essaie de s'approcher. Toujours, c'est notre challenge. On essaie de s'approcher. Vous allez voir, au cours de ces 3 prochaines journées-là, il va y avoir des challenges individuels de leadership. C'est-à-dire, on marche toujours un à la suite de l'autre. Il y a toujours probablement Joe, puis un autre guide. Il va y avoir probablement 2 guides spécialisés en avant de vous, c'est-à-dire carabine numéro 1, carabine numéro 2, et moi, je vais être en arrière pour protéger le dernier, carabine numéro 3. Donc, on est toujours une unité, puis on va tout le temps fonctionner comme ça. On va tout le temps y aller par serpent. Là. On va toujours savoir où la personne en face vient de mettre le pied. Il faut toujours être conscient de ce qu'on fait. OK? Et donc, quand on va voir un animal, on va dire, OK, on va essayer de s'approcher. Et là, ça va être à vous qu'on va mettre en tête de peloton. Donc, il va y avoir des exercices pour dire, OK, on veut aller dans cette direction-là, on veut s'approcher d'un animal, mais il faut rester vivant. Puis on te suit. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, vous allez devoir dire, OK, avec ce qu'on a eu cette semaine, je veux me rendre là, le vent va de même, OK, l'animal va me voir là, il y a une montagne ici, ça, c'est pas sécuritaire. Il y a tout un calcul stratégique pour atteindre l'objectif, garder le monde mobilisé et garder le groupe en sécurité. Et ça, c'est du leadership.
Le leadership, ça fait partie d'avancer en groupe. Et donc, vous allez le tester. Et donc, vous allez vous sentir très différent. Quand vous allez être dans votre file, puis on suit la personne en avant, la pression, c'est moins sur nous. Mais quand vous êtes en tête, je peux vous dire, votre cerveau va réagir. Là. Vous allez sentir comme, oh boy, c'est comme là, il faut que je m'en aille vers de l'inconnu, vers du danger potentiel en protégeant toute cette gang-là. Oui, c'est ça du leadership. C'est ce que les leaders doivent faire. C'est pour ça qu'on doit avoir confiance en nos leaders. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir du leadership et de développer son leadership. Fait qu'on va le pratiquer. Évidemment, on va vous conseiller. Vous avez quand même 2 carabines en arrière de vous pour vous aider, puis ils vont vous aider en vous soufflant des choses, dont moi. Ils vont vous suggérer des affaires. OK, regarde, si tu vas aller là, nous autres, on te conseille. OK, parfait, gang. Fait que, tu sais, vous ne pouvez pas avoir plus vrai que ça. Ce n'est pas un camp de scouts. C'est ça, je pense que j'ai été clair. C'est vrai. OK? Donc, les 3 journées comme ça. Vous voyez, la journée 6 au soir, survie nuit Big Five. Quand on dort dans un territoire où il y a du Big Five, il faut avoir des rondes de surveillance, quelqu'un qui se charge de garder le feu en vie, quelqu'un qui surveille tout le temps. Donc, il y a des rondes entre nous qu'on va faire pour toujours être conscient sans arrêt de ce qui se passe, sans arrêt, pendant toute la nuit. Donc, ça va faire partie des choses qu'on va pratiquer aussi avant. Et donc, même chose le lendemain, on lève le camp, on continue à marcher dans la réserve, on va observer d'autres animaux. Puis là, c'est sûr que vous n'allez pas toujours être hyper anxieux de mourir, là, de manger par des lions. OK, il y a des façons de faire pour que, là, des fois, on est plus vigilant, puis des fois, on peut plus se relaxer, puis des fois, on est dans une posture ou dans une zone où est-ce que, on voit tout, on est 100% en sécurité, on relaxe. Ça fait partie des stratégies qu'on va développer pour être capable de se reposer, se réactiver, se reposer, se réactiver. Donc, tout au long de la journée, ça va être ça. Puis, on va continuer à s'approcher des animaux, puis on va avoir le temps de les observer, on va avoir le temps de décortiquer leur comportement, d'en parler, parce qu'on va bien choisir nos spots d'observation. Fait que on ne sera pas toujours sur le qui-vive. Quand on va être en déplacement, oui. Après ça, on se trouve des petits spots, on relaxe, on parle. Fait que c'est une alternance de ça qui va se passer. Et, euh, et jusqu'à la 3e journée dans ce territoire-là, jusqu'à la journée 8. Et journée 8, on revient finalement au lodge et pour le débriefing général. La dernière journée, ben, le matin, ben, après la révision de ce qu'on a appris, nos prises de conscience, nos apprentissages, ben, on se prépare et on reprend l'avion. C'est ça, les amis. Alors, ça fait déjà 1 heure, ça passe vite. Donc, en gros, c'est ça que la formation, c'est ce que vous allez vivre. Et rapidement, pour les questions que j'ai reçues, bon, en quoi l'expérience sera-t-elle différente de celle proposée par les compagnies spécialisées en Big Five? Bien, c'est que c'est une formation. Ça ne va pas prendre des photos. Donc, ça n'a rien à voir. Le but, c'est de vivre des émotions fortes. OK? Le but, c'est d'avoir quelque chose qui est actif, et de faire en sorte que non seulement ces émotions-là, émotions fortes-là vont être là, mais vous allez apprendre quelque chose, vous allez faire des prises de conscience qui sont importantes. Et donc, l'aspect formation, c'est fondamental pour moi. Puis vivre quelque chose qui est unique, moi, je trouve que c'est ça qui vaut la peine. Quelque chose que tu peux refaire 25 fois, moi, je ne trouve pas que ça vaut la peine d'investir là-dedans. Fait que moi, je pense que ça, c'est de loin la formation ou l'expédition la plus audacieuse qu'on peut concevoir. Donc voilà, en un mot. Jusqu'à quel point faut-il être en forme pour faire le voyage? Quelle est la préparation physique et les recommandations relatives à cet aspect? Bon, pour ceux qui s'inscrivent, on va se faire un meeting là, Zoom ensemble pour vraiment que je vous donne un guidelines de comment vous préparer mentalement, mais aussi physiquement. Pas besoin d'être un super athlète. Par contre, ça prend un cardio de base. OK? Il faut s'être pratiqué à marcher. Je vous dirais, la marche avec un sac à dos, avec un certain poids dedans. Rappelez-vous que quand on va être sur nos 3 jours, il faut être capable de marcher pendant 3 jours avec notre stock sur le dos. Puis notre stock va impliquer de l'eau. L'eau est extrêmement important. Évidemment, on va trouver la façon de se réapprovisionner en eau, mais vous devez toujours avoir de l'eau sur vous, je dirais au moins un 2 litres. Il ne faut pas être déshydraté. Donc, l'eau
ça pèse plus lourd. Donc, il faut se pratiquer à porter votre pack avec vous autres. Donc, l'idéal, c'est de pratiquer la marche, puis beaucoup pratiquer les fessiers puis les cuisses. OK? La marche en escalier, monter des escaliers avec le sac sur le dos. Donc, question de cardio, puis une question d'avoir assez de force dans les jambes pour être capable de monter des escaliers avec le sac à dos. Puis pourquoi des escaliers? Ben, c'est parce que c'est le meilleur exercice pour pratiquer ses quadriceps et ses fessiers, puis avoir cette endurance-là. Parce que marcher sur le flat, c'est pas vraiment même ça marche dans la nature. On n'est pas sur un trottoir, il y a tout le temps un espèce de sol un peu irrégulier, puis tout ça. Fait qu'il faut se pratiquer un petit peu. Fait que ça, je vous dirais là, si un exercice, c'est de la marche avec sac à dos. Mais on va en reparler. OK? Lorsque vous parlez de totale autonomie pour la partie à pied dans la savane, est-ce que ça implique de la chasse? Non, il n'y aura pas de chasse parce qu'on ne peut pas s'embarquer là-dedans. On ne peut pas chasser à 10. C'est juste pas possible. Il y a certaines personnes qui ont le goût de s'essayer pour une chasse. Puis pour ces personnes-là, je leur recommande d'arriver 3 jours d'avance pour qu'ils aient leur petite chasse à eux autres, qu'ils l'essayent. S'il y en a qui veulent faire ça, puis il y a un guide privé qui va être là pour ça. Mais pour notre formation, nous autres, on ne se lance pas dans la chasse, qui est comme une autre affaire. Puis c'est un autre niveau de difficulté aussi. Donc, il n'y aura pas de chasse. Lorsque vous parlez d'autonomie totale, bon, c'est bon. Bon, dans quel coin de l'Afrique se déroule Cap-Oriental, dans le coin de Grahamstown, près de Port-Elizabeth, qui va être votre destination finale en avion? J'aimerais savoir s'il est possible de louer certains équipements, tant de couteaux. Non, il faut vraiment arriver avec son stock. Pour ceux qui ont fait le dépôt, tout ça, on va se faire encore là dans notre meeting de préparation en tant que tel. On va passer à travers tout l'équipement. Je vais vous montrer tout mon équipement. Je vais vous montrer des options, de dire, regardez, ça marche, ça marche, ça marche, ça c'est pareil, ça investissez pas là-dedans, ça vaut la peine, ça, tu sais, fait que je vais vous éclairer un petit peu là-dedans. Mais non, on ne peut pas louer là, des choses comme ça en Afrique du Sud. Il faut que vous ayez votre propre truc, mais ça ne veut pas dire que ça va coûter une fortune. Hein, ça, là. Puis ça, je veux dire, moi là, du gear de survie, c'est ma drogue. Je ne peux pas m'empêcher d'acheter du gear de survie. C'est pas grave. Mais ça, c'est moi, ça. OK? Ça ne veut pas dire qu'on a besoin. Il y en a il y en a qui, tu sais, vous allez payer ça le minimum possible, puis ça va faire la job en masse. Puis il y en a d'autres, c'est des freaks qui veulent le gugus qui fait telle chose, puis l'attente. Hey, vous pouvez, gâtez-vous. Selon votre intérêt, votre budget, ce qui ça vous tente. Moi, je vais vous montrer différentes options, puis ce que je conseille qui doit faire la job pour ce qu'on a à faire, mais vous n'avez pas nécessairement besoin de ça. C'est une question d'intérêt. Mais je vous dis, là, quand on commence là-dessus, là, ça devient vite de la drogue. Dans quelle langue aura lieu l'expédition? Alors, c'est 100% en russe. Donc, évidemment, si vous pouviez apprendre le russe. Non, ça va être en anglais et en français. C'est-à-dire, moi, ben, je vais parler en français. Je vais vous parler en français. Joe, qui va être avec moi, ben, lui, il parle anglais. Donc, lui, il va parler anglais. Moi, je vais parler français. Puis, on va alterner comme ça. Puis, on va s'assurer que tout le monde se comprend là-dedans. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, je traduis. Donc, on prend pour acquis que les gens parlent français. Et donc, Joe, c'est sûr qu'il va vous. Parce que lui, en Afrique du Sud, il parle afrikaans puis anglais. Donc, il parle ces deux langues-là. L'afrikaans, on va oublier ça. L'anglais, d'habitude, c'est la langue qu'utilise. Mais je vais toujours être là pour parler français, puis ça. Y a-t-il un âge limite pour y participer? Bonne question. Je dirais, mon premier critère, c'est la maturité. Okay? Ce que ça exige, cette formation-là, c'est du contrôle émotionnel, la conscience de soi, son autonomie dans sa propre gestion d'émotions. Ça, là, c'est l'élément numéro 1 pour votre ticket pour cette formation-là. Ça veut dire, quand vous avez une émotion, vous en êtes responsable. Là, vous allez me dire, OK, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez une émotion qu'il faut comme en parler à tout le monde, puis parler fort, puis on est dans la savane, là. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, ça va faire partie des choses dont on va discuter et ça prend une conscience émotionnelle de dire, bon, je ressens ça, mais à ta minute, c'est pas, ça ne va pas sortir comme ça, on va le gérer comme ça, on va poser la question au moment. Donc là, faut être conscient là, que la forêt a des oreilles. Donc, la conscience de soi, très important. L'impulsivité, ce n'est pas la meilleure qualité pour survivre dans un Big Five.
la conscience, prendre des décisions, être minutieux, être alerte, ce sont les qualités qui sont recherchées et qui vont être développées. Mais l'impulsion, puis pas gérer ses émotions, ça, je vous dirais, c'est le facteur qui est le plus important. Et donc, il y a quelqu'un il y a un jeune de 14-15 ans qui est le fils d'une personne qui va être là aussi. Il m'a demandé est-ce que je peux amener mon fils. J'ai dit, ben, ça dépend, tu sais, il va être capable de gérer ses émotions? Y a-tu peur ici? Non. Bon, j'ai posé certaines questions. OK, ben, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a 16 ans, puis qui est autonome, qui a une maturité, qui a une attention qui est stable, qui a une bonne gestion émotionnelle, qui est discipliné, j'ai pas de problème avec ça personnellement. Mais tous les jeunes sont différents. Fait que c'est sûr que moi, il faut que je le sache. OK? Quelqu'un qui est en bas du. Ben, en fait, tout le monde, là. Moi, je veux savoir qui est dans ces groupes-là, là, parce que c'est une grosse influence. Mais quelqu'un qui est pas un adulte ou qui n'a pas 18 ans, il faut vraiment que je sache. Et c'est déjà arrivé que quelqu'un dit ah, ça dérange-tu que j'apporte ma fille pour apporter mon sac parce que je suis blessé? Puis, ouais, ça va être trop difficile. C'est trop difficile. Puis, ça va nous mettre à risque, puis ça va rendre l'expérience moins le fun. Fait que là, moi, je ne veux pas juste booker des gens pour booker des gens. Il faut garantir l'expérience qui est constructive, satisfaisante et sécuritaire. Fait que, c'est pas pour rien là, que des expériences comme ça ne se fait pas. C'est parce qu'il y a des risques. C'est correct. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Mais en contrepartie, il faut que tout le monde se responsabilise sur être plus vigilant et être plus rigoureux sur les qualités dont on a besoin pour être fonctionnel. Donc, je dirais ça, c'est mon premier critère plutôt que simplement l'âge. Est-ce que c'est ouvert à ceux qui apprécient les animaux? La psychologie, l'aventure, c'est plutôt axé niveau entreprise. Non, je dirais c'est c'est avant tout offert à ceux qui tripent sa psychologie des animaux. C'est ça, là. Entreprise, oui, il y a des entreprises qui disent hey, on cherche une retraite, un team building. Parfait, on va organiser un groupe privé pour cette entreprise-là. Fine. Mais pourquoi c'est désigné comme ça, cette formation-là? Je vous dirais très franchement, c'est à mon image, c'est-à-dire la psychologie, l'aventure, les animaux, puis les défis. C'est ça. C'est ma volonté de partager comment faire ce type d'expérience-là. Fait que oui, ça s'adresse 100% à ceux qui aiment l'aventure, la psychologie et les animaux. Absolument. Est-ce que c'est un voyage qui sera répété dans les années suivantes? Oui, parce que là, bon, je ne m'attendais pas à ça. Deux groupes pleins comme ça, je suis comme, OK, ben, c'est super, génial. Ben là, il faut que je trouve d'autres groupes. Donc, d'autres groupes, d'autres dates, pardon. Fait que oui, ça va être offert. Fait que oui, j'anticipe ça, là, que je vais continuer à offrir ce genre de formation-là. Fait que, tu sais, même si ça ne donne pas pour ces dates-là, ça sera les prochaines ou l'autre d'après. Tu sais, il n'y a vraiment pas de stress avec ça, là. Fait que, voilà, je pense que ça fait pas mal le tour des questions. Fait que, ben voilà, c'est le premier qu'on va aller pour ce soir. Je dois retourner écrire. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir été là. Et j'espère que ça va vous donner encore plus le goût d'y aller et de vivre quelque chose qui est unique. C'est désigné pour que ce soit unique. J'ai la ferme conviction que ça va l'être. Ça l'a déjà été dans les autres formations avant et la barre ne descendra pas pour cette édition-là non plus. Je vous souhaite une très belle soirée et on se reparle bientôt. Bye!